avec notre invité, Dr Georges William Koissan, homme politique Alliance Socialiste. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, partie des peuples africains. La nouvelle mayonnaise de Gbagbo va-t-elle prendre? Nous allons également parler du Soudan, des manifestations pour réclamer un gouvernement militaire. Et puis on termine par l'ONU, nouvelle passe d'armes entre la France et la Russie au sujet de la Centrafrique. Docteur, vous allez bien? Bonjour. Oui, je vais bien, merci. Allez, on va parler de ce nouveau parti politique créé par l'ancien président Laurent Gbagbo, Parti des peuples africains. Alors, docteur, comment vous voyez le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo? Le parti de l'ancien président, il vient d'être créé. C'est nécessairement un grand parti qui vient de naître. Ouais. Vu la personne qui a mis en place donc, ce parti politique, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est un grand parti qui vient de naître. Mais il y a également donc, une nouveauté par rapport à ça, par rapport à ces idéologies de base. Le FPI, c'est un parti socialiste, progressiste et souverainiste aujourd'hui. Et le PPACI est un parti à visée panafricaine. Ouais. Donc, c'est ça, au fait, la grande nouveauté. Alors, docteur, c'est un parti, on peut dire, diminué, hein, parce qu'on connaît Laurent Gbagbo, vous avez parlé de son aura tout à l'heure, mais quand on prend le FPI, aujourd'hui délaissé par Laurent Gbagbo, qui parle de l'enveloppe vide donnée à son ancien premier ministre, Affi N'Guessan, c'est finalement un parti diminué du PPA. Oui, évidemment. Vous savez, quand le monsieur Laurent Gbagbo était sorti, hein, donc était revenu, il avait fait quelques déclarations. Il avait dit, on lui avait posé sur France 24 précisément, est-ce que vous allez briguer un mandat présidentiel à 2025? Il a répondu, je n'exclus rien, je suis un soldat, je suis au garde à vous. Et Laurent Gbagbo prône également la réconciliation nationale. Il a serré la main à ceux qui l'ont envoyé hier à l'arrêt. Il y a même eu, donc à son congrès, la présence de Adama Bitogo. De Bitogo. Donc, vu ces deux éléments, on se demandait pourquoi M. Laurent Gbagbo n'avait pas plutôt cherché à jouer une autre stratégie au sein du FPI. Comme vous le dites, oui. FPI, c'est un parti, un grand parti, qui a une audience donnée, qui a eu à diriger le pays, qui est bien implanté en Côte d'Ivoire. Donc, à l'époque, on se disait, mais ce qui était mieux, en tout cas moi, mon analyse personnelle, est-ce que Laurent Gbagbo n'allait pas chercher donc, à faire au sein du FPI, à organiser des primaires, comme cela se fait partout, organiser des primaires au sein du FPI, et cela lui aurait permis d'abord de battre M. Affi N'Guessan, et cela allait permettre de résoudre deux problèmes en même temps. C'est-à-dire le problème de sa présentation à l'élection présidentielle de 2025, parce qu'il aurait pris la tête du parti et serait investi par les partisans comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais dans le même temps, il va couler le bec à ces détracteurs qui disaient « Mais M. Laurent Gbagbo parle de la réconciliation nationale, mais n'arrive pas à réconcilier. » Donc, sa famille politique. Donc, s'il se présentait, donc il fait une proposition de primaire au sein, il n'avait pas besoin d'aller, par exemple, à la justice pour cela. Donc, il aurait pu résoudre ce problème en interne et faire donc d'une pierre deux coups, résoudre en même temps le problème de sa candidature et en même temps le problème de la réconciliation au sein de son parti avant d'aller vers une réconciliation nationale. Mais quand il y a eu l'organisation du congrès la dernière fois, avec les déclarations que M. Laurent Gbagbo a faites,
Et avec la dénomination du parti, on a compris beaucoup de choses, parce que M. Laurent Gbagbo, un fin politique, on se demandait comment il n'avait pas vu ces choses-là. Mais quand il y a eu le congrès la dernière fois, on avait pensé, on avait compris un certain nombre de choses. À ce congrès, vous savez, il a fait certaines déclarations. Oui. Par exemple, il a dit, je crée le parti pour aller à la retraite au village. Oui. Il a dit, c'est une base que nous mettons en place pour donc les générations qui vont venir. Et puis vous savez que M. Laurent Gbagbo a toujours été pour la limitation d'âge, donc à la présidentielle, parce qu'il se dit après 75 ans, on ne peut plus donner grand-chose à son pays. Et on sent que c'est ce qui va se faire voilà, bientôt. Il en a 76 aujourd'hui. Donc quand vous voyez ça, vous dites aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo n'est pas nécessairement dans le schéma de participer à l'élection présidentielle, a priori, de 2025. Et quand vous voyez la dénomination du parti des peuples africains, donc avisé et panafricaine, vous allez comprendre que M. Laurent Gbagbo avait une idée beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que le FPI. Parce que le FPI est national. Aujourd'hui, c'est un parti qui a des objectifs nationaux, et également des objectifs continentaux. Donc, on comprend la préoccupation aujourd'hui de M. Laurent Gbagbo, parce qu'après avoir dirigé un pays comme la Côte d'Ivoire, il a eu certainement beaucoup d'expérience. Il a compris que les pays pris isolément comme ça ne peuvent pas faire grand-chose. Et avec aussi ce recul qu'il a eu à la haie, il a eu le temps d'une profonde réflexion qui lui permet aujourd'hui d'aller au-delà donc, du cadre national vers le cadre continental. Donc, si on tient compte donc, de cette préoccupation, on comprend les engagements de M. Laurent Gbagbo et qui n'a pas cherché nécessairement à récupérer le FPI qu'il considère aujourd'hui certainement comme un instrument trop limité pour ses objectifs futurs. Alors, docteur, que ce soit Laurent Gbagbo ou un candidat qui sera désigné en 2025, les Ivoiriens, les Africains veulent connaître la portée nécessaire de ce parti dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, le problème qui se pose avec le PPACI, c'est le fait que ce parti soit amputé d'un certain nombre de membres influents, notamment Afin Guessan, Simon Gbagbo, et également Charles Blé Goudé, dont personne ne connaît encore réellement la position, puisque Charles Blé Goudé est encore à l'arrêt, bloqué par un problème de passeport, et qui ne dévoile pas ses réelles intentions une fois arrivé au pays. Donc, si ce parti est coupé donc, de tous ces cadres, évidemment, cela va poser un certain nombre de problèmes. Il y a d'autres, comme Justin Koné-Katina, mais les figures de proue en dehors de Laurent Gbagbo, ce sont ceux-là qu'on vient de citer. Ce parti aurait pu, tout de suite, on allait dire que ce parti allait faire son chemin si M. Laurent Gbagbo était un sexagénaire. Mais M. Laurent Gbagbo, il prend de l'âge. En 2025, il aura 80 ans. Donc, on ne peut plus compter uniquement sur Laurent Gbagbo pour que ce parti puisse évoluer. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que la mayonnaise, comme vous le dites, va prendre réellement? Il faudrait d'abord que cette mayonnaise puisse prendre au niveau national, parce que c'est d'abord cela, parce que vous ne pouvez pas avoir des visées continentales si vous n'arrivez pas à vous asseoir donc, au plan national. Donc, il faut que ce parti puisse s'asseoir au plan national et après donc aller vers la conquête donc du continent. Alors, c'était bien de voir Adama Bitogo, le directeur exécutif du RHDP, lors de ce congrès. Mais comme vous l'avez dit, ce qui est contradictoire, c'est que on voit que Laurent Gbagbo n'arrive pas à résoudre le problème au sein de sa famille politique, mais il est arrivé comme du beurre à résoudre le problème finalement avec le président Alassane Dramane Ouattara. Oui, c'est ce que je disais. Au fait, est-ce que Laurent Gbagbo a cherché réellement, c'est vrai que
puisque Afin Guessan dit qu'il n'a pas cherché à le rencontrer, qu'il n'a pas cherché à résoudre les problèmes en interne. Moi, je pense que il a ses raisons, M. Laurent Gbagbo a ses raisons, mais il se disait également que certainement que les divergences non seulement étaient profondes au sein du parti, mais il avait une visée beaucoup plus grande que ça. Ouais, donc il ne fallait pas perdre le temps, il ne fallait pas s'attarder sur quelque chose qu'il considère désormais comme subsidiaire, il fallait aller à l'essentiel. Et maintenant, il pense que le gros morceau, c'est le RHDP, parce que c'est Alassane Ouattara qui était à la base de son transfèrement à la haie. Donc, il veut montrer réellement qu'il est ouvert à cette réconciliation qui est très importante pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, avec Simone Gbagbo, vous savez, ça c'est une autre paire de manches, parce que c'est un problème conjugal, c'est entre un mari et sa femme. Ça peut aller au-delà donc des considérations politiques, mais peut-être avec Afin Guessan, il a trouvé qu'il ne fallait pas perdre le temps au subsidiaire, il fallait aller au primordial. Allez, on va parler du Soudan. Docteur, des manifestations pour réclamer un gouvernement de militaires. Ces manifestations ont commencé après. Hein. On sait déjà qu'il y avait eu une tentative de coup d'État au Soudan. Alors, les Soudanais veulent plutôt les militaires que les civils. Est-ce qu'il y a eu échec dans cette transition? En fait, c'est ce qui paraît paradoxal, parce que partout, on a de cesse de dire que les militaires n'ont pas à se mettre de côté et laisser la politique se faire, et laisser la politique aux politiques pour qu'elle puisse se faire convenablement. Mais paradoxalement, au Soudan, actuellement, on est en train de manifester pour réclamer donc un gouvernement de militaires. Mais cela n'est pas aussi surprenant que ça. Hein. Si vous suivez l'évolution des choses, vous allez vous rendre compte que cela n'est pas aussi surprenant que ça. Premièrement, nous avons un gouvernement qui est très impopulaire. Il y a l'impopularité de l'actuel gouvernement. Cette impopularité qui est due d'abord à une transition trop longue, parce que c'est depuis 2019 que Omar El-Béchir est parti. Donc la transition va finir en 2023. C'est pour ça que nous disons toujours une transition doit être de courte durée. Parce que quand vous êtes dans un système de transition et que vous durez trop au pouvoir, à un moment donné, on finit par vous confondre à un gouvernement légitime et on commence par vous demander des choses qu'on ne devrait normalement pas vous demander. Donc il y a cette durée donc, de la transition qui pose problème. De deux, il y a l'accentuation de la pauvreté. Depuis, il y a l'accentuation de la pauvreté due d'abord à cette inflation galopante. On parle aujourd'hui au Soudan d'une inflation de 400%. C'est énormissime. C'est extraordinaire. Ouais. Et puis, il y a également l'austérité budgétaire. L'austérité budgétaire avec suspension des subventions aux produits de première nécessité qui ont accentué également cette pauvreté imposée par le Fonds monétaire international, bien sûr, pour effacer la dette du Soudan. Parce que vous savez qu'au temps de Béchir, Washington avait mis le Soudan au banc de l'économie mondiale parce que Washington estimait qu'il soutenait le terrorisme. Donc, il y a ce problème-là qui a accentué cette pauvreté. Mais il y a également la négligence, entre guillemets, des régions riches de l'Est. Parce que les gens estiment que les régions riches de l'Est qui fournissent de la substance au pays ont été délaissées. C'est encore le problème d'une transition qui dure trop, parce que ce n'est pas de leur ressort en réalité, mais les gens estiment aujourd'hui qu'il y a une négligence des régions riches de l'Est. Ça fait que le gouvernement aujourd'hui est très impopulaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut expliquer cette situation, c'est l'effet dominant des coups d'État que nous avons en Afrique actuellement. Nous avons coups d'État dans trois pays. Et quand vous suivez ce qui se passe au Soudan, vous avez vu, il y a eu un coup d'État le 21 septembre dernier qui manquait. Mais quand vous suivez aussi les manifestations étaient organisées par qui? Les manifestations étaient organisées par des dissidents, des forces de liberté et de changement, qui est l'alliance civile qui a conduit à la chute de Omar El-Béchir.
Et cette alliance-là a été mise en place par 2 rebelles, dont l'un est ministre actuellement des Finances de M. Hamdok, du Premier ministre. Voilà. Donc, quand vous suivez bien, au fait, ce n'est qu'un montage encore des militaires pour prendre le pouvoir. Donc, c'est un coup d'État déguisé. En réalité, ces manifestations ont tout l'air d'un coup d'État déguisé. Parce que c'est encore, si vous suivez bien les militaires, qui sont à la base de ces revendications. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il ne faut pas aussi perdre de vue que Omar el-Béchir a beaucoup duré au pouvoir. 30 ans. Il a ses racines. Donc, il a ses racines. Donc, on ne peut pas passer 30 ans à la tête d'un pays et que tous les vestiges disparaissent du jour au lendemain. Aujourd'hui, on se dit certainement qu'il y a des ficelles qui sont tirées par les partisans de l'ancien régime. D'autant plus que le jeudi prochain, il y a d'autres marches qui sont organisées. Qui vont être des marches contradictoires, des manifestations contradictoires, qui vont plutôt réclamer donc un gouvernement purement civil. Parce que vous savez, le Conseil souverain et le gouvernement ont été mis en place avec un mélange de civils et de militaires. Maintenant, il y a des manifestations qui réclament un gouvernement uniquement militaire. Il y a d'autres manifestations qui vont se faire, qui vont réclamer des gouvernements ou bien des dirigeants exclusivement civils. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas perdre de vue la base que les pions de Omar el-Béchir sont toujours dans la danse. Et enfin, il y a toujours l'influence des puissances étrangères. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique entre la Russie et la France. Et vous savez que la Centrafrique, et que vous savez que les Russes sont arrivés en 2018 en Centrafrique par l'intermédiaire de Omar el-Béchir, encore alors chef d'État. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, il y a certainement ici aussi l'influence des puissances étrangères. Cela, c'est pas exclu, parce que depuis un temps, il y a cela. Vous voyez ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique, avec la France qui a... Donc, il y a tous ces éléments-là qui font aujourd'hui que on peut se dire ce qui se passe au Soudan a beaucoup de ramifications. Docteur, on sait que la Cour pénale internationale aussi, à un moment donné, a eu à prendre langue avec le gouvernement de Khartoum. Cela peut jouer également dans la balance en faveur d'Omar el-Béchir. Oui, mais évidemment, ça peut jouer dans la balance en faveur d'Omar et de ses partisans. Oui. Comme vous le dites, ça peut jouer dans la balance en faveur d'Omar el-Béchir et surtout de ses partisans, ce qui aujourd'hui les galvanise et peuvent les faire revenir sur la scène nationale pour réclamer un certain nombre de choses et pour s'infiltrer et faire en sorte que la transition ait des problèmes pour permettre donc le retour de cet ancien régime sous quelque forme que ce soit. Alors, quand on veut parler de cette marche pour contrer celle qui se fait actuellement, l'avenir, selon vous, du Soudan? Mais c'est toujours incertain de le dire aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand un régime dure trop au pouvoir, la stabilité du jour au lendemain est toujours un problème. C'est d'ailleurs pour cela. Parce que quand un régime dure trop au pouvoir, on ne demande pas que cela ne se fasse pas tout simplement parce que quelqu'un dure trop au pouvoir. La réalité, c'est que même après cette durée au pouvoir, les lendemains sont toujours incertains parce que il y a des tentacules, il y a des gens qui ont été habitués, qui sont habitués à un certain à des normes, à un mode de vie qui leur permettent de ne pas se débarrasser tout de suite de toutes ces prérogatives, de tous ces privilèges qu'ils ont. Ce qui fait que les lendemains d'une dictature sont toujours très difficiles à gérer et c'est ce qui se passe également au Soudan. Alors, l'influence de ces puissances, vous venez de parler de la Russie, peut-être des Occidentaux également, cela va appuyer sans doute négativement dans la vie politique du Soudan. Cela peut aller... cela peut être positif. Tout dépendra de la manière dont les dirigeants vont savoir gérer cette situation. Vous avez vu, en Centrafrique, avec Faustin Touadéra,
jusqu'à présent, il arrive à s'en sortir parce qu'il arrive à bien jouer sur ça. Il dit à la France, non, je ne fais pas venir les Russes, tout le monde est bienvenu en Centrafrique, mais permettez-moi de vous dire que j'ai besoin de prendre des décisions qui sont importantes pour mon peuple, pour mon pays. Donc tout se dépendra de la manière dont les dirigeants auront l'habileté et la perspicacité de gérer ces situations. On termine donc par l'ONU et la République centrafricaine. Nouvelle passe d'armes entre la France et la Russie au sujet de la Centrafrique. Bien sûr, c'est l'ONU. Alors, docteur, la Centrafrique, la Russie pense que la France passe par l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer ce qui se passe à Bangui et à travers toute la Centrafrique. Est-ce que la Centrafrique pense cela ou bien c'est une réalité? Vous savez, l'introduction d'autres puissances dans le précaré français doit nécessairement poser de problèmes aux Français. Et si même on n'a pas les preuves directes que la France passe par l'ONU pour intervenir donc en Centrafrique, ce qui est évident, c'est que la France n'accepte pas la pénétration de son précaré. Le problème est déjà au Mali. Vous avez vu le problème en Centrafrique avec Wagner. Donc, c'est tout à fait normal que le pouvoir en place en Centrafrique puisse avoir cette impression. Vous avez vu la dernière fois qu'il y a eu l'intervention de Mme Ndiaye. Et Mme Ndiaye était la représentante de l'ONU. Elle était venue surtout pour parler de deux problèmes importants. D'abord, l'organisation des élections locales, parce que c'est depuis 1988 que les élections locales ont été organisées, et ça faisait partie des accords de Khartoum de 2019. Donc, ces élections n'ont pas été organisées. Donc, c'était surtout pour amener les autorités centrafricaines à organiser le plus vite possible les élections locales. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que M. Touadéra a décidé de la mise en place donc d'un dialogue républicain inclusif. Elle a également insisté sur ce dialogue républicain inclusif parce qu'elle pense que c'est par cette voie que les problèmes pourront être résolus tant soit peu en Centrafrique. Mais vous allez constater que tout au long donc de ce contact-là et de ces échanges, ce qui était important pour la France, c'est de s'attaquer à la Russie concernant Wagner, concernant la présence de Wagner, l'exploitation qu'ils accusent d'abord des actions contre les civils et de prédation sur les ressources minières de la Centrafrique. Donc, il y a donc ce problème-là que la France n'accepte pas, que l'on puisse pénétrer sur son précaré. Mais je regrette parce que si la Russie est aujourd'hui, moi je pense, à mon humble avis, que si la Russie est aujourd'hui présente en Centrafrique, et la France en est pour quelque chose. Parce que vous savez, depuis 2013, quand il y a eu la chute de Bozizé, avec l'émergence des groupes rebelles, notamment les Séléka, et après les anti-Balaka et autres, donc, et puis le déclenchement de la guerre civile, vous savez qu'il y a eu un embargo sur les armes en Centrafrique. Or, il y a eu cet embargo, mais dans le même temps, les groupes rebelles, eux, arrivaient à s'approvisionner à travers le marché d'armes de Darfour et aux portes du Tchad. Ce que les FACA n'arrivaient pas à faire parce que c'est un gouvernement responsable et puis ils étaient donc sous... Et c'est ce qu'on n'arrivait pas à comprendre parce que les FACA, eux, ils sont complètement démunis. Ils sont complètement démunis. Et ça, la France le savait. Maintenant, entre 2013, après, il y a eu la transition sous Samba Panza, tout ça là, on pouvait encore comprendre l'inertie de la France pour résoudre ce problème. Mais à partir de 2016, quand Faustin Touadéra est venu au pouvoir, il y a eu un gouvernement légitime. Il y a eu une personnalité sortie des élections, donc légitime, l'installation d'un gouvernement légitime. Je pense qu'à partir de ce moment, la France devait prendre ses responsabilités et faire en sorte que cet embargo soit totalement levé. Faustin, quand Touadéra n'a eu de sexe de demander que
cet embargo soit totalement levé. Il y a eu des allègements en 2019, il y a eu des allègements en 2020, mais en réalité, ça pesait toujours sur les FACA par rapport à ça. Et en 2018, donc par l'entremise, donc comme je le disais, d'Omar El-Béchir, la Russie est intervenue en Centrafrique, et tout le reste, on le sait. Et puis après les accords de Khartoum de 2019, les accords de Khartoum de 2019, vous savez, avant l'accord de Khartoum, il y avait une partie qui était occupée, une grande partie qui était occupée par les rebelles. Donc les accords de Khartoum, c'est des accords de cessez-le-feu. Ça n'a pas pris les territoires aux rebelles. Donc ils sont restés là-bas. Donc qu'est-ce qui se passait? On avait constaté qu'il y avait toujours les exactions sur les civils. Il y a donc le pillage des ressources minières. Et Archange Touadéra, en tant que chef d'État, avait le devoir quand même de veiller sur ces populations civiles et de veiller également sur les ressources de la Centrafrique. Donc je pense que la nature ayant horreur du vide, donc la France ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ouais. Alors docteur, jusqu'où ira ce combat entre la France et la Russie sous le dos de l'Organisation des Nations Unies? Tout dépendra. Je ne sais pas répondre à cette question, mais je pense que tout dépendra des rapports de force. Ouais. Parce que la politique, c'est un rapport de force. Aujourd'hui, il y a la Russie, il y a la France, et comme je le disais, la France va de plus en plus commencer par avoir des problèmes. Parce qu'avant, la France était tranquille dans son précaré. Mais depuis l'émergence d'autres nations, la Russie, la Chine, la Turquie, le Brésil, etc., la France va avoir de plus en plus de problèmes à maintenir les choses. Nous avons vu tout à l'heure ce qui s'est passé en France, dans l'Indo-Pacifique, avec la perte du contrat qu'on a appelé le contrat du siècle, tout simplement parce que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie voulaient faire un bloc contre l'émergence de la Chine dans l'Indo-Pacifique. La France en a fait les pareils. Donc, vous voyez, donc, à partir de cet instant, je pense que tout dépendra des rapports de force et ça doit commencer par faire réfléchir sérieusement à la France. Je pense que même l'organisation du 28e sommet France-Afrique la dernière fois, avec la société civile, à Montpellier, a tout son sens parce qu'aujourd'hui, la France voit que ces colonies sont en train de lui échapper. Docteur Georges William Kwissa, merci beaucoup à vous. Vous êtes homme politique, Alliance socialiste. On va marquer la pause et derrière, on reçoit nos invités.